Alors, moi, je suis Madame Mella. Je suis responsable de ce master depuis l'année de sa création, c'est-à-dire depuis 2018. C'est un projet que j'ai porté avec 2 autres collègues, après m'être occupée pendant très longtemps des premières années de licence à l'université Paris-Dauphine. Je suis maître de conférence en droit public. J'ai demandé à Célian d'être là, Alice, et il y aura Florine qui va nous rejoindre dans un quart d'heure, qui sont actuellement M1 droit public, et j'ai demandé à Guillaume qui va arriver. Quand vous arrivez, Guillaume, ben vous mettez votre message. Ah, vous êtes là, très bien. Alors, parce que vous êtes à l'autre page. N'hésitez pas. Ah, voilà, super. Et Guillaume, à qui j'ai demandé de venir, qui lui est en M2 cette année et qui a fait le M1 l'année dernière. J'ai choisi comment dire, je les ai choisis au regard de la variété de leur parcours. Il y en a qui sont en formation initiale, d'autres en apprentissage. Et j'ai veillé aussi à ce que les 3 M2 soient représentés par l'un ou par l'autre. Alors, oui, peut-être que je peux vous donner la parole pour vous présenter, comme j'ai fait pour moi. Alice? Alors, oui, avec plaisir. Du coup, moi, c'est Alice Aran. Je suis actuellement en formation initiale. J'intègre à la rentrée prochaine le master 235, donc droit et gestion, qui est en partenariat avec l'INSP. Et là, je suis en stage au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Donc, c'est l'entité qui représente et qui conseille le Premier ministre sur tout ce qui est défense et sécurité nationale, comme son nom l'indique. Et avant ça, j'étais pas à Dauphine. J'ai fait 2 années de prépa à Lyon. Après, j'ai été 1 an en double licence à Aix-Marseille. Et j'ai intégré du coup le master en septembre dernier. Voilà, à peu près. Merci Alice. Célian? Oui, bonsoir, donc c'est Lian. Alors moi j'étais en classe préparatoire BL et j'ai rejoint Dauphine en 3e année de licence en LIS, licence de sciences sociales. Actuellement, moi je suis en alternance à la Caisse des dépôts et consignations dans l'équipe de médiation. Et donc, tout comme Alice, je m'oriente plutôt vers le master de droit et gouvernance publique. Voilà. Merci. Guillaume? Alors bonjour, moi c'est Guillaume. Je suis actuellement dans le M2 291, donc le droit et régulation des marchés. J'étais dans le M1 l'année dernière, en apprentissage du coup maintenant depuis 1 an et demi, sur un contrat de 2 ans à la Direction générale de l'énergie et du climat comme chargé de mission hydrogène. Et préalablement, j'étais à Assas en L3 et avant encore à la Cato de Lille, donc profil juridique. Et ce que vous avez réussi il n'y a pas longtemps? Ah oui, j'ai réussi le barreau. Voilà, donc ça montre qu'on peut réussir le barreau en venant de ce master naturellement. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs, donc c'est totalement faisable si c'est votre objectif. N'hésitez pas. Merci Guillaume. Il y a Florine qui nous a rejoint. Oui, bonsoir. Alors, moi, c'est Florine. J'ai un profil aussi juridique, mais économique, puisque j'ai fait une double licence en droit et en économie à l'université de Nancy. Je suis en formation initiale dans le master 1 et en stage en cabinet d'avocat depuis le mois d'octobre. Je souhaite intégrer le master de Guillaume, droit et régulation des marchés, et j'aimerais bien pouvoir réussir le CRFP à l'année prochaine également. Merci. Je me rends compte que dans les M2 envisagés, on n'a pas de représentant du M2 droit du plaidoyer des affaires publiques, mais on saura quand même répondre aux questions qui pourront être posées. Donc, merci pour ces présentations. Alors, je vois là dans le fil de la conversation, vous venez un peu de tous les endroits et vous voyez
au vu de la présentation des uns des autres, que les provenances sont diverses. Alors, je vais aller à l'essentiel pour vous présenter ce master. À chaque fois, je ferai des points pour savoir, dans un premier temps, si mes coéquipiers veulent ajouter, amender, enfin, mettre comment dire ce qu'ils ont envie de dire. Et puis après, vous interviendrez plutôt après, dans un deuxième temps. En préparant cette rencontre, je me disais qu'il y avait 3 mots-clés à retenir pour ce master. C'est un master de droit public, mais à 360 degrés. C'est un master qui est professionnalisant et c'est un master qui est personnalisé. Alors, je vais revenir sur ces 3 caractéristiques. C'est d'abord un master droit public à 360 degrés. Pourquoi ? Parce que c'est un master de droit public qui va vous offrir le socle des connaissances en droit public et qui sont absolument indispensables pour passer vos concours ou pour accéder à la fonction publique par voie contractuelle. Vous avez des matières phares comme le contentieux public. Vous avez des matières comme droit public, droit administratif approfondi, droit constitutionnel approfondi, droit des organisations territoriales décentralisées et finances et comptabilité publique. J'en oublie, mais enfin, c'est pour vous faire état du socle de droit public que vous retrouverez par la suite si vous passez dans des concours ou si vous exercez des missions liées aux activités des personnes publiques ou des activités des personnes privées prises en charge par des personnes publiques. Vous avez également des matières qui sont plus nouvelles, mais qui sont directement en prise avec ce qui est important aujourd'hui, à savoir le droit de l'environnement et le droit du numérique et de l'intelligence artificielle. Et une matière aussi qu'on ne retrouve pas forcément dans les maquettes de droit public, un cours annuel de mutation de l'action publique. Donc, vous voyez, un gros socle de droit public. Si je dis un socle de droit public, mais à 360 degrés, c'est que vous n'avez pas que des matières de droit public. Et c'est peut-être ce qui distingue ce master d'autres masters de droit public. Vous avez des matières connexes, mais qui sont toujours au service d'une connaissance toujours plus fine et ajustée de l'action et du cadre juridique des personnes publiques. Vous avez ainsi un atelier de management public, de lobbying et de plaidoyer, un cours d'économie publique et un cours de questions sociales. Vous voyez, ça brasse largement. Alors, il y a quand même 70% de cours qui sont en droit public. Ce que j'aurais dû commencer peut-être, c'est que ce master s'adresse aux personnes qui veulent travailler au sein de personnes publiques, enfin au sein d'institutions publiques plutôt, ou au sein de structures qui prennent en charge une activité de droit public, mais qui est supervisée par une personne publique. Sur cet aspect-là du contenu, il y a l'un ou l'autre qui va ajouter quelque chose? Alors, on continue, puis après, enfin, je continue, puis après, on verra. Ensuite, ce master professionnalisant, ben, je pense que vous l'avez compris, sinon vous ne seriez pas ici. 3 choses. C'est un master qui est proposé en apprentissage. C'est un master qui est proposé aussi en formation initiale, mais qui vous demande de suivre un stage alterné, on reviendra sur ça plus tard, minimum de 4 mois. Et c'est un master qui propose une clinique juridique à l'année, orientée autour des questions de protection de l'environnement, à l'adresse des formations initiales. Master professionnalisant aussi, parce que vous avez évidemment une équipe d'universitaires qui est dédiée aux enseignements de ce master, et c'est important parce que ça assure une continuité au fil des différentes promotions. On en est
vous serez, vous, à la 7e promotion. Au-delà de l'équipe d'universitaires, vous avez une équipe de personnes qui viennent de l'extérieur. Donc, vous avez par exemple des membres du Conseil d'État, vous avez des avocats, vous avez des chargés de plaidoyer, des chargés d'affaires publiques, vous avez des membres du secrétariat général aux affaires européennes, pour l'essentiel. Donc voilà, ça c'était le côté professionnalisant. Et dernier point à propos de ce master, je dirais que c'est un master personnalisé. Pourquoi? Parce que selon vos appétences, vous pouvez suivre ce master en apprentissage ou en formation initiale. C'est un master qui débouche sur 3 Master 2. Alors, ils sont dénommés par leur numéro. Donc, vous avez un premier master droit et gestion publique qui est en partenariat effectivement avec l'INSP, qui est orienté plutôt vers les carrières publiques, que ce soit par la voie du concours ou par la voie contractuelle, mais qui aussi a vocation à préparer au barreau. Ça, c'est très important. Vous avez ensuite un autre master, le master qu'on appelle 291, c'est droit et régulation des marchés. Alors, c'est celui dans lequel vous êtes, Guillaume et Florine, dans lequel vous voulez entrer, qui est plutôt orienté, lui, vers toutes les carrières. Alors, beaucoup deviennent avocats. Vous pouvez aussi devenir chargé d'affaires publiques au sein de structures privées ou travailler dans une autorité administrative indépendante. Ce qui marque ce master, c'est la régulation sectorielle, c'est-à-dire une régulation soit du secteur ferroviaire, du secteur audiovisuel, mais Guillaume, vous pourrez peut-être en dire davantage. Et troisième master, le master 2, droit du plaidoyer des affaires publiques. Ça, c'est si vous souhaitez être non pas du côté de l'administration active, mais être du côté des personnes qui conseillent l'administration ou qui portent les intérêts d'une entreprise privée ou d'une association. C'est ce qu'on appelle être chargé d'affaires publiques dans ce dernier cas ou chargé de plaidoyer. Donc, un parcours qui s'ajuste en fonction de vos propres souhaits professionnels. Master personnalisé, parce que ceux qui sont en formation initiale, au premier semestre, vous avez le choix entre vous engager dans un stage qui peut être différent du deuxième semestre, qui lui est obligatoire, mais qui peut débuter dès le premier semestre. Mais vous pouvez aussi développer une compétence particulière. Par exemple, il y en a qui peuvent en profiter pour apprendre une langue, pour se former, mais dans une matière particulière. Pourquoi? Parce qu'à partir d'octobre, le lundi, de mi-octobre, le lundi, mardi, mercredi, vous êtes libre. Libre à demi, parce que si vous n'avez pas de stage, il y a beaucoup de temps qui est consacré quand même à la recherche de stage. Et master personnalisé, pourquoi? Parce que ceux qui sont en formation initiale, vous pouvez partir en année de césure l'année suivante. Voilà, ce qui vous permet d'aller jusqu'au bout d'un projet qui vous tiendrait à cœur. Sur ça, l'un ou l'autre, vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être Guillaume, puisque vous êtes dans le Master 2, présentez peut-être le 291. Alors, le 291, comme l'a dit Madame Mélas, c'est un master qui est très tourné vers forcément la régulation. Alors, je peux concevoir que ça ne vous dise rien. Moi, ça ne me disait pas grand-chose non plus. Mais en fait, ça a trait aux différents marchés qui existent, les marchés dits régulés. Donc, il y a l'énergie, il y a le ferroviaire, par exemple, l'audiovisuel, les télécoms. Donc, c'est tout un tas de marchés où l'État a un regard particulier dessus, qui s'incarne par le biais d'autorités de régulation, donc par exemple la Commission de régulation de l'énergie pour mon secteur à moi. Et donc, en fait, pendant cette année de M2, vous allez comprendre vraiment ces interactions entre l'État et les opérateurs économiques sur ces secteurs régulés.
Ce qui est intéressant, c'est que un peu dans la continuité de M1, on va avoir des cours de droit, mais aussi des cours d'économie qui vont nous permettre d'avoir un autre regard sur ces mêmes problématiques. Également énormément d'intervenants, à la fois d'autorités de régulation, mais aussi de ces entreprises sur les secteurs régulés, d'avocats. Si vous cherchez à poursuivre en autorité de régulation, comme avocat, comme juriste dans ce type d'entreprise ou dans ce type de secteur, c'est fait pour vous. Alors, merci. De toute façon, pour les M2, vous avez différents visios. Là, je crois que c'est, par exemple, pour le 235 droit et gestion publique, c'est mercredi. Donc, je pense que il est important, vous qui suivez cette visio-là pour le M1, que vous alliez jusqu'au bout de votre démarche dauphinoise et que vous suiviez également le M2, la visio du M2. Je pense que c'est sur des journées différentes, j'espère. Donc, on va arrêter là pour le M2. Alors, peut-être Florine, Alice et Célian, moi, j'ai trouvé ces trois angles pour présenter le Master 1, mais peut-être que vous avez envie de dire autre chose ou de le dire à votre manière. Qu'est-ce que vous diriez pour présenter de manière générale ce Master, alors l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre? Florine? Oui. Alors déjà, je voulais juste ajouter par rapport à la visio du M2, je pense qu'il est important d'y aller parce que pour postuler dans le M1, il faut avoir un projet déjà défini. Et pour l'entretien, comme on passe l'entretien avec vous et le directeur ou la directrice du Master 2, il faut avoir conscience des deux pour pouvoir réussir l'entretien. Et ensuite, je voulais juste ajouter par rapport au stage pour les personnes en formation initiale. Moi, j'avais l'ambition de prendre le temps de septembre à décembre pour préparer le CRFPA pour les matières que je n'avais pas eues en L2 et L3. Au final, moi, j'ai eu mon stage, mais ça peut être vraiment un moment pour débuter à se préparer. Et pour les personnes qui veulent faire un stage dès début octobre, il faut s'y prendre très tôt cet été parce qu'au mois de juillet, août, les entreprises, elles répondent pas forcément. Donc, c'est compliqué de trouver un stage pour le début d'année. Voilà. Merci. Je reviendrai après tout à l'heure sur l'apprentissage et le stage, évidemment. Alice ou Célian? Non, moi je suis assez d'accord par rapport à ce qu'a dit Florine sur être bien conscient du M2 qu'on veut parce que c'est assez déterminant et à titre personnel, j'ai vu ce que ça pouvait engendrer ou non. Et voilà, après aussi rajouter qu'on a quand même une équipe pédagogique qui est hyper à l'écoute et qui est aussi ouverte à tous les projets qu'on peut mentionner ou qui peuvent émerger au cours de l'année. Moi, à titre personnel, j'ai fait 2 stages différents. J'en ai fait un au premier semestre et un différent là au deuxième que j'ai débuté il y a un mois. C'est une expérience qui est assez formatrice aussi parce que c'est assez condensé et on n'a pas forcément l'occasion en étant en prépa, en double licence ou simplement en licence de faire des stages au cours de l'année. Donc c'est vrai qu'avoir plusieurs expériences sur la même année, c'est assez riche. Et ça permet aussi surtout de tester ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Moi, j'avais pas mal de certitudes par rapport à ce que je voulais faire. Et au final, en m'y confrontant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça. Donc, c'est quand même quelque chose qui est hyper avantageux et c'est très bénéfique en fait pour la suite parce que juste, je me suis rendu compte que la voie vers laquelle je voulais me diriger n'était pas du tout celle qui était faite pour moi. Et il vaut mieux se rendre compte en début de M1 qu'à la fin du M2. Donc, voilà. Merci pour votre témoignage. Célian, vous voulez Après, globalement, je pense que tout ce qui était important a été dit. Après, Alice a quand même soulevé le point justement du parcours en amont. C'est aussi une grande question de savoir par là d'où on vient, est-ce qu'on sera prêt ou pas pour le master. Et là-dessus, moi je sais que n'ayant pas du tout un profil de juriste à la base, c'était intéressant de voir à quel point l'adaptation au droit serait difficile ou pas. Mais ça, là-dessus, j'ai pas forcément envie de monopoliser le sujet. Donc, s'il y a des questions à ce propos-là, évidemment, je reste ouvert à toute question. Voilà. Merci.
Guillaume, sur le M1? Un M1, oui, vous l'avez dit, un M1 qui est très ouvert et qui est transversal, ce qui le différencie, je pense, de presque tous les autres M1 de droit public. Et puis oui, surtout, ce côté très professionnalisant des intervenants de l'administration, avocats, d'un peu partout. Donc, je pense que pour vous ouvrir l'esprit et justement vous faire découvrir potentiellement des carrières, c'est le mieux. Surtout qu'ils sont très disponibles. Si vous avez des questions, même sur votre projet professionnel et que vous souhaitez en parler avec eux, ils savent vous accorder tout le temps que vous nécessitez. Donc, je pense que voilà, c'est le meilleur moyen d'arriver à affiner son choix de carrière. Merci beaucoup. Alors, on va passer à l'étape suivante qui est la présentation des conditions d'admission à ce M1. Alors, j'ai noté 3 critères. Le premier critère, c'est le niveau académique. Vous pouvez suivre la seconde étape qui est après la présélection, l'entretien oral, que si vous avez un bon niveau académique. Alors, ça ne veut pas dire que vous puissiez ça ne veut pas dire que il peut y avoir des accidents. Mais dans la présélection, on veille à voir si la personne présente un dossier qui est homogène, même en droit privé. Je n'aime pas trop les personnes, moi, qui sont très fortes en droit public et qui délaissent les matières de droit privé. Parce que ça veut dire que la personne a fait ses choix, ses calculs. Donc, je préfère avoir quelqu'un, à la limite, en deçà, mais qui est fiable. Donc, avant tout, le niveau académique. Ensuite, deuxième critère très important, c'est le critère qui est lié à la maturité de votre projet. Alors, je ne vais pas dire professionnel, parce que vous êtes encore au début, ou voilà, vous êtes dedans, mais à la maturité de votre projet d'études. Ça, c'est très important. Effectivement, ça a été dit, vous entrez en M1, mais pour faire tel M2, et pourquoi cet M2 et pas un autre M2, en tout cas à Dauphine. Pourquoi cet M2 sur les 3. Et c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que vous avez, je l'ai dit, ça a été dit par aussi mes coéquipiers, c'est un master professionnalisant, donc vous allez être très actif, notamment dans le cadre d'un apprentissage ou d'un stage. Et en fait, les personnes qui ne trouvent pas, c'est des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc, pour quelqu'un qui dirige un diplôme, le moins possible de personnes comme ça c'est clair. Parfois, on peut se tromper, mais c'est vrai que l'expérience montre que les étudiants qui savent ce qu'ils veulent trouvent. Alors, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas, trouvent. Donc, ça veut dire que... et pourquoi trouvent? Parce qu'elles ont fait tout un travail, j'allais dire, sinon personnel, sur ce qu'elles souhaitent. Et si ces personnes n'ont pas fait ce travail-là personnel, ça se sent dans l'entretien, en fait. Alors, ça ne veut pas dire que ce travail peut être fait par la suite, mais s'il est fait à partir de mai, juin, au moment de chercher un apprentissage, c'est déjà trop tard. Donc voilà, deuxième critère, le critère lié à la maturité de votre projet d'études. Et troisième critère, on cherche des personnes qui ont le souci de l'autre. Ça peut paraître basique, mais les uns les autres, on n'a pas envie d'avoir en face de nous des personnes qui mettent une mauvaise ambiance dans le groupe. On cherche des personnes qui savent lier avec les autres, des personnes qui arrivent à tirer les personnes vers le haut. Ça passe aussi par le travail, voilà, des personnes qui sont sérieuses et qui, par leurs résultats, motivent aussi l'ensemble de la classe. Donc, comment on repère ces personnes-là? Alors, vous allez dire c'est très subjectif, mais c'est vrai que des personnes qui, dans leur passé, ont montré qu'elles s'intéressaient aux autres,
voilà, c'est toujours bien. Même si méfiez-vous quand même dans les mentions de, je sais pas moi, de vos engagements associatifs, il faut que ça repose sur du vrai, parce que de temps en temps, on regarde. Donc voilà pour les critères. Je passe sur les étapes à présent, les étapes de la sélection. Alors, nous, on reçoit les dossiers le 31 mars. Vous avez jusqu'au 24 mars pour candidater. Moi, je ne peux ouvrir les dossiers que le 31 mars. J'ai en fait 8 à 10 jours pour présélectionner les candidats et identifier ceux qui vont passer à l'entretien oral. Parce qu'il y a une présélection sur dossier et un entretien oral. Le début des auditions, ça va aller très vite. En fait, on a un calendrier très serré, donc il n'y a pas le choix. Ça sera à partir du 9 avril. Du 9 avril jusqu'au 17 avril. Alors, ça veut dire que la semaine du 17 avril, alors si on prend en tout cas pour le calendrier parisien, ça tombe pendant la première semaine de vacances. On n'a pas le choix. Nous-mêmes, on prend sur nos vacances, mais ça, c'est la vie. Par qui est fait l'entretien oral? Toujours par moi, et je serai systématiquement accompagnée effectivement par le ou la responsable du M2 que vous souhaitez suivre par la suite. Nous rendrons les résultats, nous, le 30 avril maximum, mais vous aurez, vous, connaissance des résultats le 2 juin. L'entretien oral. La première question que je pose, c'est, parce que souvent, vous postulez aux deux, alors pourquoi pas, et dans les faits, vous serez pris que dans la formation initiale ou en apprentissage. Vous n'êtes jamais pris aux deux. Voilà, jusqu'à présent, c'est ce qu'on a fait, c'est le parti qu'on a pris. Donc, première question que je vous pose, FA, FI, quelle est votre préférence? Et là, vous répondez clairement. Ça ne veut pas dire qu'au cours de l'entretien, on se dise, mais lui, finalement, on ne le voit pas en apprentissage, mais plutôt en formation initiale. Votre choix ne sera pas toujours respecté, ou soit on vous le dira directement, ou soit il peut y avoir une hésitation entre les deux, mais voilà, on peut ne pas tenir compte de votre préférence. Et deuxième question, quel est le Master 2 envisagé? C'est ce que l'un et l'autre disaient. Et puis, nouveauté l'année prochaine, le Master 1, il y a 2 parcours qui vont se dégager au second semestre. Alors, avec quand même le maintien de cours communs dans la majorité des cas, mais vous avez 3 cours différents selon que vous êtes dans le parcours droit public général ou dans le parcours droit public des affaires. Si vous voulez passer le concours d'avocat, il vaudrait mieux faire le parcours droit public des affaires, par exemple. Ces 3 parcours mènent ces 2 parcours mènent aux différents M2, mais c'est vrai que si vous faites droit public des affaires, a priori, vous allez plus en droit et gestion publique ou en droit et régulation des marchés. Si vous choisissez droit public interne, vous êtes plus sur droit et gestion publique ou droit du plaidoyer des affaires publiques. Ça, c'est pour les entretiens. Alors, avant de parler des classements, peut-être que je peux donner la parole aux uns aux autres là, qui avaient suivi ces entretiens, subi ou en tout cas été à l'oral. Je ne sais pas, celui qui veut ou celle qui veut. Votre témoignage. Alors, Alice, par exemple. Oui, avec plaisir. L'entretien, moi, ce qui m'a étonnée, l'entretien est très rapide, en fait. C'est vraiment 10 minutes. Donc, justement, c'est pour ça, préparez votre projet bien, parce qu'il faut qu'en 10 minutes, entre guillemets, vous convainquiez le jury qui sera devant vous. 10 minutes, ça passe très vite. Donc, voilà, allez à l'essentiel, que ce soit sur votre parcours ou sur le projet que vous ambitionnez. Après, je n'ai pas forcément été traumatisée ni je n'ai pas forcément subi l'entretien. Ça reste quand même bienveillant. Et puis, si on est honnête, que ce soit dans son parcours, ses expériences ou son projet,
a pas de raison que ça se passe mal, en tout cas à vivre sur le coup. Après, les résultats dépendent aussi de la concurrence et du choix des professeurs, mais c'est pas une expérience qui m'a paru extrêmement traumatisante. Aujourd'hui, c'est totalement oublié et donc non, pas en faire toute une montagne. C'est totalement accessible et aussi malgré le fait qu'il y ait une certaine pression parce que c'est quand même Dauphine et ça reste une grande fac avec des très beaux débouchés et aussi des personnes assez compétentes qui viennent nous dispenser les cours. Il faut aussi se dire que c'est accessible. Moi, je sais que l'année dernière, je me disais, mais jamais je rentrerai à Dauphine, c'est impossible. Voilà, et je pense que vous êtes beaucoup à vous dire ça, mais si vous avez envie, que vous montrez surtout pourquoi, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas pris si le reste suit. Après, je ne suis pas Non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais c'est pas impossible. Il faut sortir ça de la tête que ça arrive qu'aux autres ou que c'est impossible à avoir parce qu'on est quand même une trentaine chaque année. Donc voilà. Merci Alice. J'ai oublié de préciser qu'il y a 20, je pensais le faire tout à l'heure, mais 20 en apprentissage et 15 en formation initiale. Témoignage pour l'entretien oral? Moi, je dirais juste, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Alice. Et aussi, alors ça dépend peut-être après des masters que vous ciblez, mais je sais qu'on m'avait attendu pas mal sur l'actualité aussi, donc n'hésitez pas à faire vos recherches sur les secteurs que vous visez. Par exemple, si vous avez une idée déjà de secteur dans lequel vous souhaitez faire un stage ou un apprentissage, n'hésitez pas à vous plonger dans l'actualité de ce secteur-là, parce que au détour d'une conversation, justement, après que vous ayez présenté ce projet, vous pouvez vous voir poser ce genre de questions. Donc, ce serait bête de ne pas être prêt. Voilà. Mais sinon, non, pas du tout un enfer. Au contraire, c'est vrai que c'était bienveillant, logiquement un peu stressant, parce que voilà, ça détermine quand même l'admission, donc c'est pas anodin. Mais non, c'est totalement atteignable. De toute façon, si vous avez été sélectionné aux euros, c'est que votre profil était intéressant, et donc c'est à vous de le mettre en avant et de montrer vos qualités. Merci. J'ajouterais juste par rapport à ce qu'a dit Guillaume, vous allez définir un projet et il faut que vous puissiez être en mesure de répondre à des questions basiques de cours qui sont en rapport avec votre projet. Parce que si vous parlez d'un secteur, mais que vous n'avez aucune base dans le secteur, ça ne va pas paraître cohérent parce qu'on va se dire que vous ne vous intéressez pas vraiment à cette matière et que du coup, vous avez un peu inventé ce projet professionnel. Et ensuite, je dirais juste que dans la lettre de motivation, il faut bien préciser pour quel M2 vous souhaitez postuler parce que ça va déterminer la deuxième personne qui sera avec Madame Mella à l'entretien. Donc voilà. Merci. Célian? Oui, globalement, encore une fois, je pense que tout a été dit. Je rebondirai simplement parce que Alice parlait tout à l'heure d'honnêteté. Et puis, si je ne m'abuse, il a surtout été évoqué les personnes qui faisaient des entretiens venant de l'extérieur. Personnellement, je venais de Dauphine, donc là, je m'adresse plutôt parce que j'ai vu dans le chat qu'il y avait quelques Dauphinois et Dauphinoises. Déjà, c'est pas du tout acquis, de venir de Dauphine et d'avoir sa place, premièrement. Et donc là-dessus, je pense que c'est important justement d'être honnête dans le parcours qu'on a suivi et parfois d'avoir un parcours un peu atypique et de savoir montrer quelles étaient les variables, quels étaient les facteurs qui nous ont conduits à ce choix et de bien savoir le mettre en perspective justement. C'est-à-dire que personnellement, j'avais pas forcément, parce que Madame Mella, tout à l'heure, vous disiez, je vais pas me concentrer sur le choix professionnel en tant que tel, parce qu'il est vrai parfois que je ne vise personne, mais certains masters ont tendance à énormément mettre la pression sur le parcours et l'avenir professionnel, comme si toute la carrière était tracée d'avance. Moi, j'étais plutôt partisan de dire, justement, on est dans un master qui va être professionnalisant, qui va donner des expériences, et c'est ça qui est recherché. Donc, j'ai une idée de la base théorique, de la base académique, et j'ai envie de me concentrer là-dessus pour déterminer ce que je souhaite faire plus tard. Et je pense que voilà, il faut bien avoir travaillé ce projet-là, être honnête sur les points d'ombre,
mais être capable justement de montrer quels sont les points d'appui, les fondations, etc., qui permettent potentiellement de pallier ces points d'ombre, ou en tout cas de les éclairer par la suite. Merci, Séguin. C'est tout à fait ça. On vous demande de présenter votre projet d'études. Évidemment, vous n'êtes pas là au hasard, mais plus que le projet professionnel. Même si on va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Mais la question, c'est pourquoi vous voulez passer par Dauphine et par ce M1. C'est surtout ça. Donc, ensuite, classement des candidats. Donc, il y a 20, on retient 20 personnes en apprentissage et 15 en formation initiale. Comme l'année dernière, parce que l'année dernière, ça fera la deuxième promotion où la formation initiale existe, parce qu'au départ, ce master était exclusivement proposé en apprentissage. Alors, pour la formation initiale, tous les candidats qui sont retenus après entretien sont classés. L'entretien nous permet d'en éliminer certains. C'est-à-dire qu'il y en a, on se dit, mais non, on ne lui veut pas. Pourquoi? Parce que finalement, l'entretien montre qu'il y a un décalage entre le M1 qu'on propose et ce qu'eux cherchent, ou pour d'autres raisons, mais c'est souvent ça la raison. Donc, tout le monde n'est pas classé après entretien, mais en tout cas, ceux qu'on retient sont classés. Par exemple, s'il y a 50 personnes qu'on retient après entretien, il nous faut classer obligatoirement les 50 personnes. L'année dernière, il y avait 800 dossiers et quelques. Alors, je ne sais plus combien on en a retenu à l'oral. Je crois que c'est 100 ou 120, je ne sais pas. Alors, c'est vrai que les oraux, malheureusement, ça passe vite. 10 minutes, on fait 10 minutes, un quart d'heure. Mais comme on écoute tous, il y a beaucoup de monde qu'on va écouter, on est obligé de ne pas traîner. Madame Mélanie, est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. C'est que l'entretien, il se fait à Paris. Donc, si jamais, il faut venir à Dauphine. Donc, il faut quand même un peu s'organiser sur la semaine, les dates que vous avez données tout à l'heure. Si jamais vous êtes convoqué aux oraux, il faudra se rendre à l'université. Voilà, c'était juste ça. Alors, pour que vous puissiez vous organiser, parce que c'est important, les personnes qui sont extérieures à Dauphine, a priori, ce sont elles qu'on écoutera la deuxième semaine. Donc, les Dauphinois, on les écoutera plutôt le 9-10, donc avril. Et pour les extérieurs, donc il y a 4 jours pour eux. On est plutôt parti pour le 14, 15, 16, 17. Donc, des FI qui sont classés, les formations d'apprentissage, alors ça, c'est une nouveauté cette année. Donc, on en retient 20. Nous classons, on nous demande de classer les 20 premiers dans notre cas, puisqu'il y en a 20. Et les autres ne sont pas classés. Ceux qui sont classés bénéficient de 6 semaines de classement. C'est-à-dire que vous êtes prioritaire sur les autres et vous gardez cette priorité pendant 6 semaines. Au bout de ces 6 semaines, si vous n'avez pas déposé de contrat d'apprentissage que par ailleurs je dois valider, vous perdez ce bénéfice et vous entrez, j'allais dire, dans la masse des candidats qui potentiellement peuvent entrer en M1, mais qui doivent, pour finaliser leur inscription, déposer un contrat d'apprentissage. En fonction des personnes qu'on a devant nous, nous faisons ou non jouer la concurrence. L'année dernière, on avait pris le parti de retenir très peu d'étudiants en apprentissage. C'est-à-dire on avait un besoin de 20, on en a retenu 30. Et pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qu'on sentait extrêmement fiables. Donc, les personnes ont eu le temps de chercher un apprentissage sans être en concurrence les unes envers les autres, surtout qu'il y a toujours des désistements.
voilà. Mais il est certain que, je ne sais pas comment on va faire cette année, ça va dépendre des personnes qu'on a aussi en face de nous. C'est vrai que si on retient 50 candidats et qu'on en prend 20, il faut être prêt. Enfin, ce sont les 20 premiers, en fait, qui pourront être inscrits. Donc, ça suppose, c'est ce que je vous disais, une maturité dans votre projet d'études. Ça suppose que dès maintenant, vous fassiez l'effort de réfléchir, alors très important, au type de compétences que vous souhaitez développer. Et ça, c'est vrai aussi du stage, parce que c'est une chose de vouloir travailler dans un secteur déterminé, par exemple, je ne sais pas moi, en droit de l'environnement ou en social, dans le secteur médico-social, dans le secteur ferroviaire. C'en est une autre de savoir quel type de compétences vous souhaitez développer. Est-ce que vous voulez faire du contentieux? Est-ce que ce sont les marchés publics qui vous intéressent? Est-ce que c'est le droit des biens? Est-ce que vous voulez plutôt faire de l'évaluation des politiques publiques? Voyez, et donc ça nécessite d'y réfléchir bien avant les entretiens. Allons, le temps avance. Donc, le rythme de votre année, la première semaine, l'année prochaine, vous pourrez être en apprentissage. Après, vous avez 4 semaines de cours complètes en septembre jusqu'à la première semaine d'octobre. Et dès mi-octobre, ceux qui sont en apprentissage le sont le lundi, mardi, mercredi, et vous avez cours les jeudis et vendredis. Cela tout au long de l'année. Ça, c'est pour le rythme. Je parlerai de l'apprentissage après, peut-être au vu de votre question. Je terminerai en dégageant les plus du master. L'année prochaine, on organisera une préparation au grand taux pour passer le concours, le CRFPA, pour passer le barreau. Un autre plus, le voyage d'études. Alors, cette année, on part au Maroc. Je ne suis pas sûre que l'année prochaine, il y aura des fonds. L'université nous demandant de faire un très gros effort budgétaire, donc profitez là les mains actuelles, mais il y aura quand même un voyage d'études. Une journée d'intégration complète. Cette année, elle a eu lieu à Dauphine. Je dirais un master à taille humaine et un suivi quand même. Et une aide pour la recherche de vos apprentissages et de vos stages, même si, alors ça c'est surtout moi, même si je ne vais pas faire le travail à votre place. Moi je peux aider, mais à condition que vous soyez actif. Célian? Oui, excusez-moi madame, en fait c'est par rapport au recrutement, il y a une question dans le chat qui demandait si en étant en Erasmus et donc à l'étranger, il y avait la possibilité de passer en visioconférence. Oui, ça fait partie des cas effectivement où on admet la visio. Alors, moi j'ai fini pour ma présentation. Est-ce que vous déjà, l'un ou l'autre, voulez ajouter quelque chose ou non? Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, Paul-Édouard? Oui, bonjour madame, bonjour tout le monde. J'avais plusieurs questions, mais je vais laisser mes camarades aussi poser les leurs après. Je voulais savoir, parce que vous avez parlé de la formation initiale et de la formation en apprentissage, qu'on pouvait candidater pour les deux. Mais je voulais savoir si c'était mal vu de candidater aux deux ou tout à fait normal également. Et si justement pour les dossiers, il fallait des dossiers distincts, c'est-à-dire une façon de présenter sa lettre de motivation, son projet professionnel différent pour l'apprentissage et la formation initiale. Oui, alors, non, c'est pas mal vu. En revanche, effectivement, moi, quand je présélectionne, je regarde toujours si l'aide de motivation est différente. Si elle n'est pas différente, effectivement, je me dis, bon, cette personne-là va multiplie ses chances, mais n'a pas fait l'effort de réfléchir à deux projets qui sont finalement différents. Après,
dans tous les cas, même si vous candidatez, encore que non, il vaut mieux que vous candidatiez aux deux. Enfin, moi, je conseillerais plutôt de candidater aux deux, parce que, admettons, si vous candidatez en formation d'apprentissage et que, j'allais dire, il n'y a pas de place, parce qu'il faut qu'on en classe 20, pour nous, c'est moins coûteux de vous classer en formation initiale. Donc, si on vous veut, mais que vous n'avez pas vous-même candidaté en formation initiale, on ne pourra pas vous y mettre. Mais bon, après, il faut être honnête. Si vraiment vous voulez faire de l'apprentissage, candidater qu'en apprentissage, ça dépend du projet de chacun, en fait. Mais c'est pas, il n'y a rien qui, enfin non, non, c'est mal vu quand vous candidatez aux deux, mais qu'on voit que c'est exactement la même lettre de motivation. D'accord, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Alice? Oui, ce que je voulais juste dire, c'était que, du coup, pour ma part, je suis en formation initiale. Mais ce qui est pas mal dans la formation initiale, ou ce dont il faut être conscient si on est en alternance, c'est que le contrat d'alternance est le même pour les 2 années. Oui, donc, si vous êtes sûr, entre guillemets, de votre projet, l'alternance, c'est quand même plutôt intéressant parce que c'est quand même une expérience de 2 ans. Vous êtes quand même dans une structure, au final, où à la fin, vous avez des responsabilités parce que vous êtes là depuis 2 ans. Après, si vous êtes moins sûr, l'avantage de la formation initiale, c'est qu'en 2 ans, vous pouvez donc avoir 3 expériences professionnelles différentes. Je l'ai testé, c'est quand même hyper avantageux. Et donc voilà, si vous êtes moins sûr de ce que vous voulez faire, la formation initiale présente ce gros avantage-là. On est un peu moins bloqué, entre gros guillemets, parce qu'il n'y a rien de très bloquant dans la formation d'alternance, mais au moins, vous pouvez ouvrir beaucoup plus de perspectives. Et je sais que moi, j'ai fait des stages qui sont complètement différents et c'est très intéressant. Et même sur un CV, d'avoir plusieurs choses très différentes pour un recruteur après le master ou dans un concours. Enfin, ça reste des expériences qui peuvent être très valorisées, surtout qu'aujourd'hui, dans les concours, il y a quand même à chaque fois des oraux. Donc, le jury peut être amené aussi à discuter de ces expériences. Et alors, effectivement, il y a 2 parcours complètement différents. La formation en apprentissage, c'est sur 2 ans. Ça a aussi son intérêt. C'est-à-dire que pendant 2 ans, vous creusez, vous êtes, alors vous, c'est bien la Caisse des dépôts et conciliation, vous, Guillaume, rattaché à Bercy. Mais c'est fait pour des gens qui savent, qui sont avancés, en fait, dans leur projet. Ceux qui sont un peu moins certains, effectivement, il vaut mieux postuler en formation initiale. Guillaume? Oui, c'était au sujet de la double candidature. Moi, c'est ce que j'avais fait. Pour tout vous dire, en fait, c'est assez naturel de ne pas avoir la même lettre parce que c'est logique que si on postule en apprentissage, on a déjà potentiellement des secteurs en tête. Et donc, directement, ça te fait un paragraphe en plus dans ta lettre ou un paragraphe qui remplace un autre. Donc, forcément, il y a du changement. Et puis, si je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais sur mon master à Dauphine, ils attendaient une petite feuille supplémentaire, un petit document supplémentaire où on décrit notre projet professionnel et en gros, une sorte de lettre de motivation bis, une annexe. C'est encore une fois un endroit où tu vas avoir une différence entre celle qui est faite pour l'apprentissage et celle qui est faite pour la formation initiale. Et donc là, pareil, tu vas pouvoir approfondir vraiment les raisons qui te poussent à aimer tel ou tel secteur, les expériences que tu as pu avoir en lien qui te font aimer ces secteurs. Donc, ce n'est pas du tout artificiel. Tu peux vraiment candidater aux deux, mais par contre, il faudra évidemment que ce soit différent. Et dedans, la différence se fait tout simplement parce que les formations en tant que telles sont très différentes et donc il faut argumenter vraiment dans un sens ou dans l'autre. Merci. Alors, après je vous prends Thelma. Mais peut-on suivre des enseignements en complément à Dauphine, notamment de macroéconomie, de politique économique? Alors, ils ne seront pas pris, pas pris en compte dans le cadre du M1. Mais par exemple, au premier semestre, puisque vous avez des moments de livre pour ceux qui sont en formation initiale, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Après, il faut que vous ayez le niveau. Parce que si vous n'avez jamais fait de macroéconomie, vous n'allez pas aller, ou de politique économique, vous n'allez pas aller en M1 d'économie.
peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait voir en L2, puisqu'ils font de la macroéconomie, mais bon, après, ça ne s'est jamais présenté, encore faut-il que l'enseignant l'accepte. Il faut voir. On fait beaucoup du cas par cas, donc il faudrait voir. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Victor. Bon, je vous laisse répondre. Oui, merci beaucoup. La moyenne, Merci. ouais, d'accord. La moyenne attendue en licence. Quelqu'un qui a 10, 11, j'aime pas trop, quoi. Fac d'origine est prise en compte, ben oui, quand même. On sait qu'il y a des facs où comment dire, où les critères de notation sont particulièrement stricts, donc on en tient compte. Voilà. Mais bon, globalement, c'est vrai, quelqu'un qui a moins de 12, alors ça dépend des facs, mais on tape dans les 12, 13, 14, 15 quand même. Je ne voudrais pas trop vous dissuader. Donc, moi, c'est simple. Je prends les dossiers, je prends les notes et je fais par ordre décroissant et je commence par les meilleurs. Après, je regarde quand même tous les dossiers. Parce que parfois dans les lettres de motivation, on se rend compte que quelqu'un était malade, voilà, il y a des explications aux notes. Donc vraiment, moi je regarde tous les dossiers, mais c'est vrai que je commence par faire les moyennes générales, les ajouter, c'est-à-dire moyenne L1, L2 et premier semestre de L3. Et puis effectivement, j'étudie en premier les meilleurs dossiers. En me disant que c'est dans les meilleurs dossiers que je vais récupérer les gens pour l'oral, mais après, tous les dossiers sont étudiés. Alors, je vous ai promis, Thelma, de vous donner la parole. Alors, je vous donne la parole. Oui, bonjour, merci madame pour la présentation du master. Vous avez mentionné que ça pouvait préparer au barreau et aussi au concours administratif. Et je voulais savoir par rapport à l'ENM, est-ce que vous pensez que ce master peut constituer une bonne préparation? Il vous donne l'ENM. Pour être magistrat administratif, oui, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas l'ENM. Pourquoi? Pour être magistrat administratif, il y a un étudiant qui est arrivé troisième ou troisième du concours du TACA l'année dernière et qui était issu du M1. Il avait fait un apprentissage à la préfecture de police de Paris. Il était au service du contentieux de l'excès de pouvoir. Et c'est vrai que là, on a un étudiant qui est en apprentissage à la juridiction administrative de Cergy. Donc évidemment, ceux-là sont très bien positionnés pour la magistrature administrative. Pour l'ENM, vous avez les bases en droit public, ça c'est sûr, mais après, il vous faudra faire une prépa ENM, ça c'est clair. Ce n'est pas une prépa ENM. Ça vous donne un socle de connaissances solides en droit public. C'est comme pour les concours administratifs. La préparation au concours administratif suppose que vous ayez acquis les fondamentaux, mais vous ne vous donne pas ces acquis fondamentaux. La préparation au concours administratif, c'est souvent la préparation à la note de synthèse, par exemple. C'est plus sous l'angle méthodologie. Mais le socle de connaissances, on suppose que vous l'avez. Et si c'est pour apporter ce socle de connaissances en droit public, oui, le M1 l'apporte. Mais l'ENM, non, il faut. Ça peut être une étape, mais bon, c'est quand même beaucoup de matières. Il y a beaucoup de culture générale, mais beaucoup de matières de droit privé. Or, ce n'est pas d'abord nous ce qu'on propose. Tout dépend après qu'est-ce que vous voulez faire à l'ENM, mais vous voyez, a priori, non. Alors, je vais prendre les questions. La césure est-elle prisée du côté des étudiants? Pour répondre, il y en a 3 dans ma promotion qui sont partis en césure cette année. En tout cas, 3 que j'ai en tête. Et pour vous donner un ordre d'idée, une a fait le choix de faire 2 stages
pendant sa césure de stage de 6 mois. Une autre a fait le choix de partir 1 an comme commissaire des armées aspirant à La Réunion. Et enfin, une dernière a décidé de faire 6 mois en Égypte et en l'occurrence, là, 6 mois de stage au Maroc. Donc voilà comment les personnes occupent leur césure. Et alors, cette année, je ne sais pas, vous avez eu la réunion la semaine dernière. Il y en a beaucoup qui veulent partir ou pas? Oui, pas mal, je crois. Mais en général, les étudiants apprécient parce qu'évidemment, ça leur permet souvent de partir à l'étranger. Mais il faut, pour que vous soyez admis à suivre cette année de césure, que vous ayez là aussi un projet. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais quand vous serez en M1, que vous ne voudrez pas aller en M2 directement, il faut que vous ayez un projet. Sachant que une fois que vous êtes en M1, vous avez l'assurance d'entrer en M2. Alors, après avoir suivi à la fois une licence de sciences politiques et une licence de droit public, ok. Oui, c'est bien, oui. Non, on prend… c'est 2 licences successives ou c'est une double licence, Clarisse, que vous préparez? Vous êtes là, Clarisse? Bon, alors, nouveau message. Alors, il faut que j'aille en bas. Généralement, quand il y a une double licence, on regarde les notes de la double licence et j'isole pas les… oui, alors, pour la double licence, j'isole pas les résultats en droit. En revanche, je regarde, par exemple, si vous avez 13-14 de moyenne générale, je regarde si ce 13 ou 14 de moyenne générale est lié, par exemple, plus en matière de sciences politiques que du droit. Si, par exemple, vous avez, je ne sais pas, 16 ou 17 d'un côté et puis 10, 11 de l'autre, je me dis, bon, il y a quand même un décalage. Mais c'est un ensemble. Mais je ne prends pas en compte que les matières de droit. Alors, on en est où? Avoir fait un Erasmus. Oui, bien sûr. Non. Après, tout dépend de votre profil. Quelqu'un qui n'a pas fait une licence de droit, alors on en prend quelques-uns, mais c'est surtout quand même les Dauphinois parce qu'on les connaît, et puis eux, ils sont sélectionnés d'emblée, donc ils ont un certain niveau, mais on prend rarement quand même des licences de sciences sociales à l'extérieur, mais bon, tous les profils sont étudiés. Donc, quelqu'un qui part en Erasmus, oui, mais s'il a fait des études de droit, s'il n'a pas fait des études de droit ou je ne sais pas moi, il a fait que des études de sciences politiques, on se dit, mais il n'a pas eu de formation en droit, quoi. Donc ça dépend. Mais en tout cas, sur le principe, pas du tout. Je ne sais pas si les uns et les autres, là, du M1, vous avez en tête ceux qui ont fait Erasmus l'année dernière. Moi, je ne m'en souviens pas trop. Vous voyez, il y a Pauline qui était à Milan. Oui. Et l'année encore d'avant, il y a Léonard qui était aussi en Italie. J'ai plus la ville. Milan aussi, je crois. Oui, donc vous voyez, on n'a pas fait de ségrégation. Moi-même, j'ai oublié. Vous voyez, donc non. Ensuite, défendre le projet de passer un concours de la fonction publique. Oui, bien sûr. Ah oui, tout à fait. Administrateur du Parlement, oui, c'est pas facile. Mais oui, bien sûr. Les étudiants double licence droit autre discipline, dans quelle mesure la discipline non juridique est considérée lors de l'évaluation du dossier? Ça, j'ai répondu à la question tout à l'heure. Si vous avez de très bons résultats en double licence, moi, ce que je regarde, c'est si ces très bons résultats sont d'abord portés par l'autre discipline. Ça, j'aime pas trop. Voilà, il faut qu'il y ait un équilibre. Est-il possible de passer les concours administratifs type INSP avec le master de droit public? Oui. Mais après, on a des résultats très positifs pour les différents concours administratifs. INSP, non, mais on en est à la 6e promotion. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a pas mal d'étudiants qui, après le M1 droit public, même après le M2, vont à Sciences Po pour suivre une préparation au concours administratif.
mais il faut bien comprendre, je redis, que pour suivre une préparation au concours administratif, vous devez avoir en amont les fondamentaux en droit public. C'est nous ce qu'on propose. Une préparation particulière en M2, non, mais il faut quand même bien avoir à l'esprit, ça c'est très important, que dans les différents concours administratifs type INSP, vous avez une épreuve professionnalisante. Alors, il est clair que tous ceux qui sont en apprentissage, une épreuve professionnalisante à très fort coefficient. Tous ceux qui sont en apprentissage, c'est le meilleur des moyens, en fait, pour être dans un concours. Surtout que beaucoup, l'expérience montre que beaucoup de ceux qui sont en apprentissage, on leur propose de rester après dans l'administration en tant que contractuel. Et si c'est le cas, après, vous bénéficiez de l'ancienneté. Il faut 3 ans d'ancienneté pour passer les concours internes. Donc, c'est très intéressant pour vous. Alors, je ne sais plus. Ah oui, Caris, vous répondiez. Question pour Célian. Vous avez vu, Célian, la question? Oui, alors en effet, j'ai lu la question et j'ai lu également la suite qui a été, justement, ça a été complété par rapport à ce que vous disiez. Je vais essayer d'être clair et un peu honnête parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de dire waouh, j'ai pas fait de droit avant et one année, on arrive quoi. En ce qui concerne le fait de pas fait de droit, en réalité, c'est un peu faux dans le sens où en licence, en troisième année de licence à Dauphine, on avait une introduction. Alors, ça demeurait une introduction, hein, mais une introduction de droit public. Et j'avais eu l'occasion de suivre un séminaire de droit privé au deuxième semestre. Donc, ça m'avait permis de dire, voilà, j'ai fait un peu de droit. Après, oui, objectivement, je n'avais pas du tout les bases de droit de quelqu'un qui avait fait 3 ans de droit auparavant. En matière de transition, je pense que oui, il y a très clairement une étape à passer. Le premier semestre a été quand même assez intense de ce point de vue, notamment pour ce qui est du droit administratif. Après, je pense que ce qui est important, c'est de travailler la conception de la discipline, voir un peu quelles sont les méthodes. Et une fois qu'on a ça, c'est de l'apprentissage. Et ça a été beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et après, de toute façon, je sais que rien n'est acquis. Donc, il va falloir encore beaucoup travailler au cours de l'année pour rattraper un certain nombre de camarades dans la matière. Je sais que j'ai aussi bénéficié, mais après, peut-être que Mme Mella confirmera ou infirmera, du statut d'ancien préparationnaire. D'ancien et le fait d'avoir fait une préparationnaire, le fait d'avoir fait une classe prépa, je sais que c'était valorisé en matière justement de charge de travail, etc. Mais là aussi, moi, j'ai en tête quelques camarades là cette année qui n'ont pas forcément fait des cursus de droit, mais qui ont eu l'occasion peut-être à un moment ou à un autre d'y être formés ou d'y être un peu introduits. Et donc derrière, ils l'ont valorisé et ça leur permet de suivre aussi. Je pense que l'avantage, c'est qu'on n'est pas non plus sur quelque chose qui veut nous former en juriste 100% pur jus, juriste spécialiste dans une discipline précise. Pour ceux qui le souhaitent, justement, ils peuvent creuser. Mais l'avantage de venir des fois de formations un peu pluridisciplinaires, c'est que ça permet d'avoir un peu le recul et de prendre de la hauteur par rapport à certains yeux et après d'apprendre à les travailler en fait. Je pense que c'est surtout acquérir la méthode. Une fois qu'on a acquis la méthode, je trouve que c'est plus simple. Après, je dis ça, pour l'instant, je n'ai pas eu forcément les premiers résultats de partiel. Peut-être que les premiers résultats de partiel infirmeront ce que je viens de dire. Mais en l'état actuel, c'est plutôt le sentiment que j'ai eu. Alors, je voudrais préciser que, effectivement, ceux qui n'ont pas fait de droit avant, alors vous faites partie des gens qui en avaient quand même fait en licence. En fait, ceux qui sont pris, c'est ceux qui ont fait une classe préparatoire avant, parce qu'on considère que les personnes qui ont fait une classe préparatoire pendant 2 ans savent travailler. Et si en licence, ils ont un bon niveau, je veux dire, on ne prend pas trop de risques. Après, il y a eu le cas d'une personne, effectivement, qui n'avait, elle, pas du tout fait de droit et qui n'était pas en classe préparatoire. On en a pris une l'année dernière. C'est la première fois qu'on prend ce type de profil. Bon, il s'avère qu'elle a énormément travaillé. Alors, en fait, vous n'avez pas déjà eu les résultats?
Ouais, vous allez les avoir cette semaine. Voilà, elle n'a pas déçu. Voilà, ça montre que voilà. Mais je pense qu'elle a dû beaucoup travailler. Alors ensuite, donc Célia, vous avez répondu. Dossier retenu pour l'oral. Ben, c'est sûr qu'au niveau académique, vous n'avez pas le même niveau. Donc, au départ, on peut être partisan en se disant on est plutôt favorable à ceux qui ont de très bons dossiers. Mais ce n'est pas parce qu'on a un très bon dossier académique qu'on est nécessairement fait pour ce M1. Et c'est pour ça qu'on fait des entretiens oraux. Parce qu'à ce moment-là, on prendrait les meilleurs, on ne s'en mettrait pas. Et voilà, les entretiens oraux, en fait, sont faits pour voir si ceux qui ont un très bon dossier académique ont un profil, ont une maturité réelle dans leur projet d'études et on voit aussi comment ils se comportent. Il y en a qui, on voit qui, enfin, voilà, on se dit, mais on va avoir des gens aussi ouverts. Et donc, ceux-là, on n'a pas envie de les prendre. Et puis, il y en a peut-être qui étaient moins prometteurs et qui finalement, on se dit, pourquoi pas? Voilà, on peut être agréablement surpris. Donc, c'est quand même l'objet des entretiens oraux. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui est pris à l'oral, dans la mesure, nous, ça nous prend du temps. Vous, ça vous coûte de l'argent. Et ça, moi, j'y suis sensible. Si on vous prend à l'oral, c'est que vous avez des chances d'être pris. Sinon, on ne vous fait pas venir. Sinon, moi, vous n'êtes pas dans les... On ne vous fait pas venir, c'est ça. Et puis après, ceux qui sont moins bons, ça arrive, surtout en formation initiale, ils sont en liste d'attente. Donc ceux-là, il ne faut pas s'affoler parce que, par exemple, sur 50 personnes classées, donc il en faut 15, mais même jusqu'à, ça peut aller parce qu'il y a quand même beaucoup de désistements, ça c'est lié au fait de la plateforme Mon Master. Même si vous êtes 40e, vous pouvez passer. Donc, ce n'est pas forcément les meilleurs, en fait, qui nous intéressent. Tout ce qu'on retient à l'oral, potentiellement, nous intéresse. Et oui, voilà. Je ne me souviens pas, alors, des gens qu'on aurait exclus après l'oral. Je ne sais plus, mais... je ne sais plus, mais franchement, c'est pas... Non, je sais pas, il y a peut-être 20-30 sur 120, je sais pas. Je sais pas, enfin, je sais pas. Mais a priori, si on vous prend, c'est qu'à l'oral, c'est que vous avez vos chances. Célia, c'est bon. Ok. Je ne sais pas si des présents dans l'association. Oui, pour voir si les étudiants présents, est-ce qu'ils sont dans... Alors, il n'y a pas d'association de master, mais on a beaucoup de tâches de ce type. Oui. Après, moi, ça me fait souvent sourire parce que quand vous êtes devant nous, vous êtes prêt à tout. Quand il s'agit d'avoir des volontaires, voilà. Voilà, mais bon, ça, c'est la vie. C'est la vie. Parfois, j'ai envie de mentionner ce qui, à l'oral, avait dit oui. Mais bon, c'est humain, voilà. Vous avez d'autres questions? J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Guillaume, Florine, Célia et Alice. Donc, en tout cas, juste, je vais dire, n'hésitez pas à candidater. On a une page aussi LinkedIn. Donc, vous pouvez poser vos questions. Les étudiants vous répondront. N'hésitez pas aussi à contacter tel ou tel si un profil vous parle plus qu'un autre et les personnes vous répondront. Donc, voilà. Alors, je vous dis au revoir, mais je laisse la parole à vous alors. L'un ou l'autre. Je voulais juste dire que si jamais vous voulez nous poser des questions directement, parce qu'entre étudiants, des fois, c'est plus facile de se poser des questions, vous pouvez aussi nous retrouver sur LinkedIn assez facilement et nous envoyer des messages en privé. Voilà. Merci.
Idem, hein, comme Florine, il n'y a aucun souci. Je sais que moi-même, j'avais sollicité les étudiants et je le fais encore aujourd'hui pour la suite de mon projet. Et c'est toujours des retours qui sont très précieux et très honnêtes. Voilà, n'hésitez pas. Et mon master, ça paraît être une énorme montagne. C'est du travail, mais ça se fait. Et ça va aller assez rapidement. Voilà, essayez au plus tôt de savoir à peu près quel master vous voulez ou pas, parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Faire des dossiers complets et réfléchis pour chacun des masters que vous demanderez, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, privilégiez ce que vous voulez vraiment et vous y prenez pas trop tard, parce que à ça se rajoutent souvent les périodes de partiel. Donc voilà, c'est pas un moment très cool à passer, mais c'est totalement faisable. Et voilà, je rejoins Florine sur le fait que si jamais il y a des questions, mon LinkedIn est totalement ouvert et ce sera avec grand plaisir. Et alors, je vais couper avant Guillaume et Céline. Juste, j'ai oublié de dire à propos de l'apprentissage, soit vous faites des candidatures spontanées, ça suppose que vous sachiez ce que vous voulez. Ça fonctionne quand on sait ce qu'on veut. Soit vous répondez à des offres d'apprentissage, mais il faut viser Bac plus 5, plus 6, plus 7. Il ne faut pas Bac plus 3. Et pourquoi je disais ça? Ah oui, et donc nous-mêmes, on nous propose maintenant des offres d'apprentissage. Donc quand c'est le cas, moi, je vous les envoie, mais je ne les envoie pas avant que vous ayez été sélectionné. Donc beaucoup d'étudiants profitent des offres d'apprentissage, soit qui ont été occupées par les générations précédentes, ou soit parce qu'on entend parler de nous et de plus en plus, on a des offres d'apprentissage, y compris pour les stages. Voilà, mais ça dépend des années. Cette année, j'ai trouvé que vous étiez assez demandeurs pour récupérer les apprentissages des années précédentes, mais l'année dernière, ça m'avait frappé, personne ne voulait reprendre les offres des années précédentes. Donc bon, voilà, il n'y a pas de souci, mais c'est très particulier, les différentes promotions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, Guillaume et Célia. Je dirais, dans la continuité de ce qu'a dit Alice, le plus important, c'est d'anticiper. Et c'est vrai que pour ces recherches, surtout d'alternance, de stage, en fait, on a l'impression d'avoir fait le plus dur quand on est sélectionné dans le master. Mais en fait, il y a l'autre partie qui est un peu pénible, qui est de rechercher tous ces postes. Ça veut dire passer forcément beaucoup de temps sur LinkedIn, sur Indeed, sur Village de la Justice, je sais pas quoi, enfin il y en a plein, sur Pass, forcément, Pass fonction publique. Ouais, c'est du temps, mais en fait, le fait d'anticiper, ça vous permet déjà de mieux cibler vos recherches. Et puis après, en fait, au fur et à mesure où vous allez passer des entretiens, parce que vous allez en passer plusieurs avant de trouver l'alternance qui vous plaît, en tout cas, c'est ce que j'avais fait, ça va vous permettre aussi de gagner en compétences là-dessus, de savoir de mieux en mieux vous vendre. Donc tout ça, c'est un apprentissage en fait. Ça vous apprend à performer dans des entretiens de motivation, que ce soit pour l'entretien de sélection au master ou pour les entretiens après de stage et d'alternance. Donc voilà, ça s'apprend au fur et à mesure, mais je ne doute pas que vous y arriverez. Et puis si vous avez besoin de conseils, voilà, moi aussi je suis disponible pour les conseils, par exemple sur la recherche d'apprentissage ou sur le M1 ou M2. Même si le M1, les trois qui sont ici sont bien plus compétents que moi maintenant. Merci. Écoutez, moi je crois que j'ai rien à rajouter, hein. Encore une fois, tout a été dit. Bon, il y a LinkedIn évidemment. Je mets également mon adresse mail dauphinoise dans la conversation, comme ça, s'il y a besoin de poser des questions un peu ciblées ou s'il y a besoin de relecture sur des lettres, etc. N'hésitez pas. Et vraiment, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y en a aucune qui est idiote. Donc, franchement, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, merci beaucoup. Merci Célia. Alice? Oui, je voulais juste rajouter le fait que moi, je n'avais pas pris la mesure avant de rentrer à Dauphine de à quel point on pouvait intégrer les administrations centrales et les choses qu'on pense un peu floues ou un peu opaques dans la vie de notre pays. Disons que moi, avant de rentrer à Dauphine, je ne pensais pas pouvoir travailler pour les services du Premier ministre.
Donc voilà, ça fait un peu bateau de dire ça, mais s'autoriser à viser un peu haut et à espérer des choses quand même très un peu grandes, quoi, parce que tout le monde, enfin tous ceux qui sont en stage ou même en alternance, beaucoup sont en ministère ou dans des cabinets d'avocats qui sont quand même assez reconnus. Donc voilà, il ne faut pas s'auto-censurer. Alors effectivement, on ne va pas continuer, mais il y en a beaucoup qui sont en ministère, alors tout dépend de quoi on parle. Mais pour les apprentissages, actuellement, il y en a au tribunal administratif de Cergy, à la ville de Paris, préfecture de police de Paris, au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Économie, à l'Agence française anticorruption, dans le département des Hauts-de-Seine, Caisse des dépôts et consignations, l'Institut national de recherche archéologie préventive. Il y en a 3 en fait au ministère de l'Intérieur et quelqu'un à la ville d'Asnières-sur-Seine. Pour les stages, effectivement, il y en a 3 qui sont en cabinet d'avocats. Secrétariat général à la défense et de la sécurité nationale, Alice, vous êtes 2 en fait là. Fédération des hôpitaux privés, France Gaz Liquide, Direction de la sécurité sociale, un cabinet d'affaires publiques, le service interministériel des archives de France, Suez, direction de la protection judiciaire de la jeunesse et conseil départemental de l'Essonne. Vous voyez, c'est très, très varié. Bon, alors on a presque fini. Victor? Oui, je suis désolé de vous prendre encore un peu de temps alors que tout le monde a certainement envie d'y aller. Mais je voulais vous demander si on fait une alternance dans un poste en lien avec la politique et en période d'instabilité. Alors non, ouais, c'est niet. C'est niet. Oui, pas attaché parlementaire, justement. D'accord. C'est la seule position de principe que j'ai par rapport aux alternances, pas attaché parlementaire. Par contre, si vous voulez faire un stage, il n'y a pas de souci. Mais justement. Et en cabinet ministériel Ah non, là, il n'y a pas de souci non plus. Là, ça va. Okay. Ah, oui. Bon, après, en cabinet ministériel, en général, on ne vous prend pas. Il ne faut pas trop rêver, là. Il faudrait voir, mais un cabinet ministériel, on n'a jamais eu pour l'instant. Cabinet, on a eu du directeur de la police générale, oui. Mais c'est vrai qu'en cabinet, en général, j'aime pas trop pour des raisons évidentes. J'aime pas trop l'intuitif personné, en fait. Quand je valide les apprentissages, je regarde l'environnement. Vous devez avoir à travailler avec une pluralité de personnes, même si vous avez un maître d'apprentissage qui est avec vous. Mais par exemple, en cabinet d'affaires publiques, vous ne seriez que 2. Dans la société, c'est non. Parce que 2 ans, c'est long. Alors, vous pouvez vous plaire avec la personne en question, mais 2 ans, être face à quelqu'un, j'attends autre chose pour vous. J'attends que vous ayez aussi un apprentissage, une vie collective. Et à 2, c'est non. C'est des one-to-one, j'évite. Mais après, quand vous êtes pris, ou si vous avez des questions précises, les uns les autres, vous m'écrivez et je vous dirai d'emblée oui ou non. Voilà. Ou vous écrivez à l'un ou l'autre, là, de Célia, ou enfin Florine, ou Alice, ou Guillaume, ou autre, ils vous diront. Mais non, en assemblée parlementaire, non. Par contre, dans les différentes directions là, des assemblées parlementaires, oui, ça c'est possible. Mais pas auprès d'élus, pas auprès de parlementaires, en tout cas. C'est pour éviter aussi le fait qu'il est assez facile pour une personne d'être attachée parlementaire en apprentissage. C'est assez facile quand on a des connaissances. Et voilà. Et vis-à-vis des autres, voilà, je trouve que l'égalité n'est pas forcément respectée. Ok. Je ne sais pas si elle est en visio, la réunion. Je ne sais pas du tout. Pouvoir rediscuter du master, mais on vous a donné des éléments, Diana. Ils vous ont dit qu'ils étaient à votre disposition. Bon, je crois que c'est bon. Bon, mais merci à vous d'être venus. Merci à Florine, Alice, Célian et Guillaume. C'est très précieux.
Et puis, n'hésitez pas à candidater si vous sentez que ce master vous convienne. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir.